Bonjour à toutes et à tous, c'est Nosten, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec un résumé de la J7 et de la J8. Je n'avais pas pu faire le résumé de la J7, je m'en excuse énormément. Du coup je le rattrape aujourd'hui avec un petit topo entre la J7 et J8. On va faire un point avant la trêve internationale et la mi-saison. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous avez pris vos popcorn, je ne sais pas encore combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas moi je suis en forme. Bon, vous l'avez vu, on va passer directement à un résumé des matchs que je n'ai pas pu vraiment bien exploiter. Et en fait, j'ai remarqué que J7, J8, finalement, les favoris, ils n'ont pas vraiment performé. On peut commencer avec l'Olympique de Marseille, certes, qui ont gagné 3 buts à 2 en J7 face à la Monza. Petit aparté, les matchs en haut seront toujours de la J7, les matchs en bas seront toujours de la J8. Voilà. Donc du coup, oui, l'OM ont gagné 3-2 face à la Monza. La Monza en forme qui perdent face à Marseille avec un triplé d'Aubameyang. Donc super performance de la part du Gabonais. Mais qu'on ne voit plus face à Bologne. Bologne qui gagne 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Donc deux matchs, 3 points sur 6. Marseille qui n'enchaîne pas. Marseille qui a du mal à enchaîner. Peut-être qu'ils vont trouver leur train. Mais en tout cas, pour l'instant, ça titille encore. C'est aussi le cas de Monza. Ils ont perdu en J7, ils ont bien remonté J8 avec une tactique très osée, en passant en 5 défenseurs, qu'on décrira comme l'entraîneur de Atlético Madrid, Diego Simeone. Mais ça a marché, ça a gagné 1-0 sur un but sur coup franc, où il n'aurait pas dû avoir coup franc. Voilà, c'est pareil, c'est mitigé avec un AC Monza qui est toujours en haut du classement et qui est encore entre J7 et J8, un résultat mitigé, 3 points sur 6. C'est aussi le cas pour Leeds. C'est encore pire, ils n'ont pas gagné sur ces deux matchs. Ils ont fait 2 partout face au PSV Eindhoven. En J7, il y avait de l'espoir avec ce but de Ruther à la dernière minute. Mais finalement, face à la Monza, cette attaque n'a rien donné. Peut-être aussi un problème de disposition, peut-être que le 4 comment on peut appeler ça, 4-4-1-1 avec un faux 9. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure composition sur FIFA. Au moins ça a été testé et il n'y aura pas eu de regrets, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure compo. En tout cas, c'est la compo qu'on a vue face à la Monza. Face à OPSV, on a vu une composition totalement différente. En, je crois que c'était en 4-3-3, je crois, et avec un Ruther sur l'aile qui est repassé dans l'axe. Je crois que c'est ça. Donc oui, Leeds qui ne sont pas non plus dans leur meilleure des formes. Leeds qui on va voir à la fin son huitième. Non voilà, c'est ce qui peut inquiéter Giacomo Tomassi. Désolé pour la petite coupure, c'est mes parents qui sont venus. Donc voilà. C'est aussi le cas du FC Porto, victoire 3-2 face à Saint-Pauli. On se dit qu'ils vont retrouver la forme. Ils se font poutrer 7 buts 1 face au Celtic. Celtic que je ne parlerai pas aujourd'hui, mais peut-être c'est un match pour la reconquête et la reconquête au Super Sub voire au playoff. Le Celtic qui sont avant-dernier mais qui n'ont pas perdu sur ces deux matchs. Match nul face à Feyenoord, victoire face au FC Porto qui était un des favoris sur le papier mais qui finalement déçoit un peu et qui redeviennent outsider. J'ai l'impression que c'est aussi un peu problème de Santu qui n'arrive pas à trouver sa compo. Et finalement, ça galère, ça galère. Mais comme tout le monde, finalement, c'est cette saison 2, c'est réservé de plein de surprises. Donc, c'est le football, j'ai envie de dire. Et une équipe qui dénote complètement de cette cinquième partie, c'est l'AS Monaco. 2 victoires en 2 matchs, 6 points sur 6. 3-0 face à Genk, 2-1 face à Reims. J'en parlerai pas plus parce que c'est quand même Genk et Reims, c'est pas les meilleures équipes. Mais il faut quand même le souligner. Leonidas fait du très bon travail depuis son arrivée. Que ce soit au niveau de son salon ou au niveau des résultats, on voit qu'il est là. La board en feu, voilà, avec 2 buts et 2 passes décisives en deux matchs. Je crois même qu'il y a encore une stat en J6.
C'est très intéressant ce qu'il propose, Leonidas, avec sa nouvelle composition en 4-3-2-1. Ça marche très bien. Ça fait très plaisir à voir. La relève de Nado est assurée. Et on va passer à la quatrième partie. La quatrième partie, je vais parler du PSV Eindhoven. Le sang de la Eindhoven. Le sang de la veine. Voilà. L'équipe du PSV qui, voilà, j'en avais parlé. Leeds a fait de partout face au PSV. C'est pas une mauvaise performance de Leeds. C'est plus une très belle performance du PSV, même si c'est vrai que ça découle un de partout. Ils ont dominé la rencontre avec une équipe très collective. Des buts de Wijnaldum et de Nicolas Gonzalez, des buteurs qu'on ne voit pas habituellement. On voit plus du Enzola, du Levi Garcia. Pourtant, Levi Garcia, c'est vrai que se mue beaucoup en passeur cette saison. Xavi Simons aussi le premier passeur, avec aussi des réponses hein, du côté de Leeds qui ont toujours du répondant, ça ne change pas, avec un Alexis McAllister et un Ruther buteur. Non, franchement, c'était un très très beau match. Ceux qui étaient en direct pourront vous le dire. On avait du très beau spectacle. Ce que je retiendrai dans ce match, vraiment, c'est le collectif hein, du PSV qui a été vraiment très intéressant. La titularisation d'Onyeka qui n'a pas finalement porté ses fruits, qui a été vite remplacée. Mais franchement, c'est un collectif cette équipe et elle fait très plaisir à voir. L'équipe finalise des super subs qui prouvent qu'elle peut aller plus loin. Voir Levi Garcia dans un rôle de passeur, c'est très intéressant aussi. On le voyait plus dans un rôle de buteur l'année dernière, là on le voit dans un rôle de passeur, plus playmaker. C'est beau à voir en vrai, c'est intéressant. Et surtout, celui que je vais retenir le plus, c'est Nico Gonzalez. Je dois dire pardon à Nico Gonzalez. Je l'ai beaucoup critiqué à son arrivée, je l'ai beaucoup critiqué lors de ses derniers matchs. Là, il me prouve que finalement, on peut lui faire confiance et qu'il n'est pas là pour rien dans cette équipe du PSV qui est le titulaire sur le côté droit. Non, franchement, très intéressant. Et Wijnaldum, oh, c'est vraiment pas original, j'ai pris les deux buteurs, mais Wijnaldum qui s'impose de plus en plus comme un élément très important hein, du côté du PSV, c'est vraiment très intéressant ce qu'il propose. Donc voilà, je tenais à le souligner. Et du coup, du côté de Leeds, j'étais pas loin. Router était bien dans l'axe, mais c'était pas un 4-3-3, c'est un 4-2-3-1. Avec du coup un Alexis McAllister plus haut que d'habitude et un Zedberg qui a été mis dans l'axe, dans le côté. Moi, ce que je retiendrai de cette composition, c'est Ruther et Zedberg sur les côtés. Ruther, finalement, ses stats prouvent le contraire. Donc, je vais pas j'ai rien à dire. Normalement, il est plus joueur de Dax, mais je vais rien dire. Zedberg, c'était audacieux, je comprends qu'on le teste, je comprends évidemment. Je suis pas sûr que dans l'aile c'était une bonne solution, je pense aussi que c'est plus un joueur dans l'axe. Mais voilà, je comprends tout à fait. Dramé aussi qui était titularisé sur le côté droit. Bon, finalement, il aura pas fait grand chose, on espère qu'il sera meilleur avec la Gambie. Et Ostiad aussi qui était titularisé. Non, il y avait du turnover hein, côté Leeds, clairement. Est-ce que ça a apporté ses fruits? Je ne pense pas. Je pense que les remplacements ont été très importants du côté de Leeds dans ce match pour qu'ils puissent remonter. Donc, euh, donc voilà. Un match compliqué à analyser parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de spectacles. En fait, ça a joué de part et d'autre. C'était une partie ping-pong en fait. Et finalement, ça s'est livré en match nul qui résume plutôt bien la rencontre. Mais avec un PSV quand même qui reste dominateur dans ce match, je trouve. Et du coup, qui le prouve en J8 contre Saint-Pauli. Mais un Saint-Pauli en forme qui a fait y avoir sa première victoire. J'ai pas mis le. J'avoue, j'ai pas mis le but de Enzola, le but qui permet la victoire. Je vous invite à le voir, à aller voir le résumé J8. Vous comprendrez vite pourquoi. En tout cas, voilà, c'est un autre match, clairement. Parce que Saint-Pauli, franchement, dominait les 15 premières minutes. On va pas se cacher. Saint-Pauli était vraiment bon. Et ça s'est prouvé avec un but de McLaren. Premier but en championnat pour McLaren. Enfin, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais finalement, c'est une équipe, contrairement du coup au match face à Leeds, c'est une équipe avec de la force mentale. Doublé de Mbala Enzola sur encore une passe de Levi Garcia. Je vous le disais que c'est mieux en passeur maintenant. Vraiment, c'est un attaquant très intéressant, Mbala Enzola. Il ne sera malheureusement pas à la Coupe du Monde. Comme vous le savez, il est angolais. Donc du coup, bah, c'est un peu triste. Mais voilà, c'était un match dominé du PSV du coup, après les 15 premières minutes.
en fait, le but de Saint-Pauli a été vraiment un déclic pour eux. Donc voilà, Saint-Pauli qui gardait leur 4-4-2 avec un entraîneur qui a oublié de mettre sa compo. Donc voilà. Mais franchement, ça marche bien. Artel qui continue encore à faire ses preuves. Osdoev qui s'avance de plus en plus. Et McLaren qui fait son premier but. Mais la bourde, elle vient de lui là. Mayer, évidemment, c'est grâce à un pressing sauvage d'Enzola. Mais Meyer doit faire beaucoup mieux pour accrocher le premier point de Saint-Pauli. Et finalement, bah, Enzola était là. Titularisation de Babadi. Ça m'a fait très plaisir de le voir titulaire. Finalement, il n'a pas fait grand-chose. Soyons honnêtes, ça a été très dur pour lui. Contre une petite équipe de Saint-Pauli, je reste sur ma faim. Moi, je le testerais plutôt sur l'aile. Je sais pas si c'est une bonne solution. Je sais pas, Maurice, ce que t'en penses. Mais voilà, en tout cas, titularisation de Babadi, titularisation aussi de Mauro Junior qui joue enfin cette saison. Dinembimbe étant le titulaire. Mauro Junior qui a fait un match correct sans plus. On va pas retenir. Il n'a pas gagné de points, hein. Il n'a pas gagné de points. Voilà, je veux retenir encore c'est ce milieu de terrain Wijnaldum Brutus qui était vraiment très très bon. Je pense que ça va être le milieu titulaire, hein. Côté PSV, ça me fait pas beaucoup de doute. Donc voilà, cette équipe du PSV qui est en forme et qui le prouve encore aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir. Amaury, tu le mérites. Donc voilà, je fais des gros cœurs et continue comme ça. J'ai parlé des Wolves dans cette troisième partie. Les crocs sont de nouveau sortis chez les Wolves. Et oui, parce que ils étaient dans une mauvaise pente. Ils étaient dans une mauvaise. Non, dans un mauvais cercle, on va dire. Voilà, ça galérait, ça moulinait dans la farine là. Mais finalement, ça revient très bien. Victoire contre l'Haïdouk, 2-1. Un Haïdouk qui a été franchement bon, à ne pas enterrer trop vite l'Haïdouk, qui c'est vrai, enfin, début de saison mitigé. Première partie de saison mitigée. Mais sur ces deux derniers matchs, je trouve qu'ils reviennent très très bien dans le jeu. Malheureusement, au niveau des résultats, ça n'a pas convaincu. Mais dans le jeu, franchement, c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Limite le retour de l'Haïdouk fin de saison 1. Donc ça fait plaisir à voir. Mais là, c'est les Wolves qu'on va parler. Les Wolves, du coup, qui ont gagné 2-1 grâce à un doublé d'Arthur Cabral après l'ouverture du score de Tchoulinov. Arthur Cabral qui revient bien lui aussi, qui ne jouera pas les matchs amicaux puisque le Brésil a démis ses fonctions Lucas Legou. Lucas Legou qui a réatterri au Sénégal. Donc voilà, mais Arthur Cabral reste un très très grand buteur du côté des Wolves et qui permet cet éclat de génie, hein, du côté des Wolves. Mais franchement, c'était une prestation collective, hein. Mais comme je vous ai dit, ils n'avaient pas une petite équipe. Je vais parler de l'Haïdouk en premier parce que l'Haïdouk avait franchement une très très belle équipe. Et bah déjà, c'était le retour de leur 4-1-2-1-2, leur 4-4-2 losange. 4-4-2 losange qui a tant prouvé sur la fin de saison 1 que du coup Monsieur Alekito a voulu retester. Ça a très bien fonctionné. Ozza dans le rôle d'un. Je sais plus c'est qui. C'est donc c'était Tokoz. Mais Tokoz qui a pris le rôle d'un Barji. Alors, c'est pas du tout le même profil, mais Tokoz. Faudra en parler un jour. Faudra en parler. Donc voilà. Mais surtout, je retiendrai les deux bons matchs de Luka Kachavenda et Darko Churlinov qui ont fait deux très bons matchs. Pourtant, bah, sur le déclin, hein, même sur la sortie, peut-être côté Hajduk, peut-être qu'il y a des opportunités à faire pour les clubs du RP. Mais je les ai trouvés franchement pas mauvais. Je parlais de Jakub Moder qui n'est plus du tout en forme. C'est assez triste de le voir comme ça. Fallait peut-être prendre Rakitic à la place de Jakub Moder, je ne sais pas. En tout cas, c'est triste à voir, c'est tristoun. Et du coup, bah, on va parler des Wolves parce qu'on est quand même là pour parler des Wolves. Cabral, évidemment, homme du match, l'argent mérité. Nakajima qui prend une place de titulaire du côté des Wolves, c'est assez étonnant, mais ça me fait très plaisir. Donc voilà, et qui a fait une passe décisive, qui a été très important dans le jeu. Donc voilà, c'est très bien. Michael Damsgaard aussi qui a été franchement bon et qui a été encore meilleur dans le match d'après. Non, franchement, cette équipe des Wolves est vraiment très intéressante à suivre, puisqu'en J8, ils ont fait la sensation de battre le Red Bull Salzbourg. Grâce à des buts
encore d'Arthur Cabral et de Van Den Bomen sur un doublé de passe D de Mikkel Damsgaard. Cabral encore meilleur buteur, mais meilleur joueur, mais je tenais à souligner la très bonne performance de Damsgaard, c'est pour ça que je l'ai mis en photo. Je n'oublierai pas non plus, encore une fois, les Wolves qui se prennent le premier but et qui remontent de buts à 1. C'est intéressant à suivre parce que j'ai l'impression que les Wolves ont retrouvé du mental. Ça fait franchement plaisir à voir parce que déjà, c'est le mérite, hein, c'est un membre actif du RP. Et de deux, parce que c'était cette équipe qui nous avait tant habitués à de très bonnes prestations en saison 1, hein, qui ont fini champion, je rappelle, patauger dans la smoule, et que là, bah, ça va beaucoup mieux. Cette équipe de Salzbourg n'est pas non plus petite, hein. Je rappelle que son finale de Kale qui est à suivre du coup vendredi à 20h20. Voilà, cette équipe de Salzbourg, c'était l'équipe titulaire. Il n'y avait personne de remplaçant. C'était l'équipe de base. Peut-être qu'on a moins vu Adamou et Batshuayi, mais bien contenu par la défense de Soutalo, que je vais mettre en top sur ce match. Soutalo, qui a été décrié au début de saison, mais qui finalement se remet bien. Voilà, ancien défenseur de Francfort, et il prouve qu'il a sa place en fait parmi les autres. Donc ça fait plaisir. Peut-être aussi un point positif du côté de la Croatie. Donc voilà. Van Den Momen qui retrouve le chemin défilé. Ça aussi ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il était assez muet en ce moment, mais finalement il revient bien. Peut-être regagner une place, regagner de la confiance aussi. Donc voilà, je tenais aussi à souligner évidemment le travail de Damsgaard qui a fait 2 passes décisives, qui a été omniprésent dans le jeu, qui a été franchement très 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 bon. Et surtout le boulot d'Arthur Cabral, évidemment, qui a pesé sur les défenses adverses. C'est vrai que Solé et Saint-Just, on les a pas du tout vus, on a surtout vu Coronel faire des arrêts. Donc voilà, non, franchement, c'était un match très intéressant. Je tenais juste à revenir sur le match contre l'Haïdouk. Je vais te parler de Rafael Guerreiro, je dois faire mon mea culpa. J'aurais pas dû défoncer autant Rafael Guerreiro. Parce que là, il me prouve le contraire. Donc, après, voilà, on connaît la théorie du RP. Si je critique un joueur, il devient plus fort. Donc, tant mieux pour les Wolves, j'ai envie de dire. Tant mieux pour les Wolves. Allez, j'étais obligé d'en parler. C'est vrai que c'est un peu déprimant parce que on a l'impression qu'il n'y a plus de suspense. Mais Rennes est bien invaincu à la mi-saison. Enfin, presque. Ils ont perdu en Kale. Mais, ouais. 8 matchs, 8 victoires. En J7, ils ont battu le Stade de Reims 2-0 dans un match de Ligue 1. Doublé de Lovromayer sur une passe D de Lambourg et sur une passe D de Bourigeaud. Que dire de cette équipe rennaise qui a totalement dominé la rencontre. Voilà, Apka a mis ses meilleurs joueurs, hein, à part Diakité, qui a franchement été très mauvais. À part lui, bah, c'est l'équipe titulaire tout simplement. Et bah, Rennes a Mathis Lambourg qui avait été préféré à Jérémy Doku. Et Van Ewijk qui prend une place de titulaire de plus en plus. Et bah, ça fait plaisir à voir. Van Ewijk, rappelle, c'est un des chouchous d'Opka, donc c'est drôle. Donc voilà. Évidemment, Lambourg qui était sélectionné en équipe de France et qui prouve que ouais, bah, c'est un jeune sur qui il faut compter sur l'avenir. Voilà, le Baptiste Lambourg qui est vraiment très 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 bon. Et surtout, je retiendrai le match de Lovro-Mayer. Les Croates sont en forme. Peut-être c'est un bon signe pour Alexito, je l'espère. Non, voilà, Lovro-Mayer qui met un doublé en tant que milieu. C'est assez rare pour le souligner. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est un très bon joueur de ballon qui distribue de très bons ballons d'habitude. Mais là, qui a une force de frappe impressionnante. Non, franchement, chapeau bas à l'artiste. Et dans ce deuxième match, je parlais de l'Haïdouk. Voilà, ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ils sont tombés contre l'Ogre Rennais, 3-1, sur un doublé de Jérémy Doku, ses premiers buts en championnat, et sur un but de Terrier. Tokos réduit la marque, mais ça ne suffit pas. Le Stade Rennais l'emporte bien, 3-1, même si c'est vrai qu'on a pensé à un moment que l'Haïdouk pouvait revenir de partout. Finalement, ça s'est pas fait. Terrier les a mystifiés à la 97e minute de jeu. Ah, c'est une équipe qui partait avec 2 changements. Philippe Relvas à gauche et Jérémy Doku à droite. Et Relvas, qui est l'une des révélations côté rennaise. Voilà, il a pris la place de Mikolenko, déjà, j'ai envie de le dire.
Appelé avec la sélection portugaise, c'est largement mérité. Pour ce jeune qui fait que de progresser, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est un très très bon joueur et à suivre, franchement. Et Jérémy Doku, qui lui, on le décriait, on voulait Mathis pour titulaire. Mazero lui refait confiance, il marque un doublé. Elle est très belle l'histoire de Jérémy Doku. Elle est vraiment très très belle. Donc je tenais à le souligner aussi. Sur les deux matchs, Pickford a été trop trop fort. On rappelle que Pickford n'aurait pas dû être au Stade Rennais. Mais voilà, la modération a décidé autrement. Mais il est là. Faut faire avec maintenant. Faut essayer de lui mettre des buts, mais c'est compliqué. Martin Terrier est aussi sur une forme étincelante. Peut-être l'un des favoris pour le Ballon d'Or de fin de saison. Voilà. Donc ça fait très plaisir. Cette équipe rennaise est vraiment très très forte. La Hajduk repartait sur un 4-1-2-2, cette fois-ci sans Livaya qui a été mis sur le banc, placardé pour un Thierry de Bar qui n'a pas fait forte impression. Faut être honnête. Kachavenda a confirmé qu'il revenait clairement. Et Tokoz, le match de Zinzin, il marque un but, c'est largement mérité. Donc voilà, voilà. La Hajduk qui n'a pas à s'en faire, ils ont quand même perdu face à de très très belles équipes. Et franchement, si je souligne les victoires des Wolves et de Rennes, c'est que les deux ont été vraiment bons. Donc voilà. Les deux équipes sont vraiment en forme. Peut-être des awards du mois en fin de mois. Je ne sais pas. On verra bien. Allez, je tenais à parler d'une dernière équipe. Et pour cette dernière partie, l'équipe qui m'a impressionné pour sa solidité défensive, Bologne. On dit souvent que la meilleure défense c'est l'attaque. Mais pour eux, la meilleure défense, c'est la défense. Tout simplement. J'ai oublié de mettre le résultat. Ah punaise, oui. Ah, bon. C'est pas grave, faites-moi confiance. Victoire 1-0 de Bologne face à la Z Alkmaar dans cette J7. C'était un très gros résultat parce que la Z Alkmaar était sur une série du coup de 6 matchs, 6 victoires et qui se font stopper face à cette équipe de Bologne qui avait beaucoup de mal en championnat la saison dernière et qui finalement là retrouve du poil de la bête avec une composition franchement étonnante et fulgurante, j'ai envie de dire. Les deux vont ensemble. La défense, c'est franchement, je crois que sa défense titulaire, Sidi Giorgio qui a vraiment gagné sa place, ça fait plaisir pour lui. Gambien, Gambien chouchou de Rutier et Silva. Voilà, ça fait plaisir de voir un Gambien exploser aux yeux du monde. Donc voilà. Faut savoir qu'il était accompagné par son copain de nom de famille, hein, qui n'est pas son frère, Moses Djardjou, mais sur le côté droit. Premier match sur lui sur le côté droit, normalement c'est un milieu de terrain, voire un numéro 6. Donc voilà, sûrement pour de la solidité défensive que Genia Ruteli Silva l'a mis ici. Pas fait un mauvais match, il a pas fait non plus un excellent match non plus. Donc ça a marché, ils ont gagné 1-0, donc ça a marché. On peut pas leur retirer ça. Grunbeck qui n'enchaîne pas les titularisations. Ruti Silva préfère mettre Pobega en poste de 10 ou Moussa Baron, on verra pour le prochain match. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir Grunbeck autant bench, mais on peut rien dire. Quand ça marche, ça marche. Et c'est vrai que de pas voir Grunbeck titulaire, c'est triste, mais ça marche. Donc on peut pas lui retirer ça. Beto qui se mue dans un rôle de passeur pour. C'est un but de qui du coup? Du coup, Beto qui se mue dans un rôle de buteur sur le passe D de Sidi Djardjou, il me semble. Oui, c'est ça, de Sidi Djardjou, du coup, qui a donné un très bon centre à Beto, qui n'avait plus qu'à finir. Non, franchement, voilà, cette équipe de Bologne est vraiment très impressionnante. Cette paire-là est vraiment monstrueuse. Faut pas oublier Enda, évidemment, hein. Mais Romagnoli, Ravaglia, c'est du pur italien et ça marche très très bien. Ça se sent qu'ils sont habitués à l'Italie. Voilà, cette équipe de la Z qui jouait sans Pavlidis, ça leur a peut-être fait défaut aussi, hein. Qui jouait avec des expulsions de ce début de saison, Nielsen. Voilà.
peut-être aussi ça. Après, c'est pas pour autant qu'il faut retirer la victoire Bologne, parce que c'était franchement un super match de leur part. Et du coup, dans cette J8, l'OM, après avoir battu l'AC Monza, bat. Oh. Ouah, le record de l'enfer, pitié. Non, du coup, oui, Bologne qui bat 1-0 l'OM, et après, enfin, l'OM qui avait battu l'AC Monza. Bologne qui bat 1-0, avec un but de Raspadori sur Beto qui s'est mis en passeur cette fois-ci. Ah, donc voilà, le plan défensif a encore marché. Avec toujours du coup la même défense. Donc la défense est vraiment exceptionnelle. Surtout, encore une fois, Ravaglia est l'un des meilleurs gardiens du RP. J'ai plus peur de le dire. Mandragora, toutes mes excuses, t'es le plus fort. Et puis une attaque qui était composée de gars qu'on n'avait plus vu pour le moment. En tout cas dans ces rôles-là. Raspadori en ailier gauche, on l'avait pas beaucoup vu. Barreau en 10, on l'avait pas vu encore. En tout cas dans cette composition-là, non. Et Antonio Raimondo, qui fait son grand retour, finalement a raté une action de but qui aurait pu lui refaire débloquer le compteur, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour lui cette saison, Raimondo. J'espère qu'il va revenir. Parce que c'est vraiment un super joueur. Donc voilà, bah, Pobega qui était dans un rôle un peu plus de soutien cette fois-ci. C'est vrai que là c'était un peu plus offensif la composition, mais c'est pas pour autant qu'ils ont moins bien défendu. C'est peut-être aussi un problème au niveau des pistons. Weyan et Tlos n'ont pas été incroyables du côté de l'OM. Peut-être une question à se poser sur ça. Donc voilà, en tout cas, moi je vais retenir surtout les deux bonnes prestations de Bologne qui oui, en deux matchs, voilà, ils ont prouvé leur solidité défensive. Regardez, c'est exactement la même défense. J'ai fait le récap. Voilà, c'est exactement la même défense. Jarju, Romagnoli, Ravaglia, Enda, Osei Samuel, c'est de la valeur sûre pour Gina Silva, elle a bien raison. Mais c'est dans les postes offensifs qu'elle galère encore à trouver qui est le meilleur. Au point de tester Sidi Mozi Jarju. Alors je viens de voir que j'ai inversé les deux. Évidemment, voilà, c'est l'inverse. Voilà, Mozi Jarju qui était testé à droite, Raimondo qui était testé à droite. Peut-être le retour de Mwansong va leur aider. Va les aider. Peut-être. Mwansong au Celta Vigo qui encore très performant. Peut-être que c'est le joueur qui leur manque. Peut-être un Raspadori sur le côté droit, un Moussa Barro sur le côté gauche, du coup on mettra un Pobega un peu plus haut. Je sais pas, c'est à Gina Rutel Silva de savoir. En tout cas, elle a confiance en Beto, qui n'avait pas joué beaucoup de matchs en tout cas en ce début de saison, et qui finalement tient la baraque et franchement est très très bon. Cette équipe de Bologne, vainqueur de la Cale, qui avait fait un mauvais début de. Enfin, qui avait fait un mauvais championnat, clairement, en saison 1, et là qui se rattrape complètement en saison 2, qui parvient à gratter des points très importants pour les playoffs. C'est très intéressant ce que propose Eugénie Hotel Silva, et ça fait vraiment plaisir à voir. Point classement dans le championnat 1, c'est bien l'AZ Alkmaar qui est toujours premier, malgré sa défaite contre Bologne. Grâce aussi à la défaite de Monza, reste premier. Le PSV Eindhoven est troisième. Bologne qui talonne avec leur quatrième place et un point d'écart avec le PSV. Marseille qui est derrière. Porto qui les suit malgré leur mauvais fin de mi-saison. Feyenoord, Leeds clôture la marche du top 8. Le Celtic a 3 points encore de retard face au 8ème. Peuvent encore remonter, mais il va falloir compter sur les autres à faire des mauvaises performances. Et Saint-Pauli toujours à 0 points. Bâle aussi à 0 points. Voilà, le Stade Rennais du coup 8 matchs 8 victoires, 24 points. Salzbourg qui est à 8 points d'écart. Je crois que c'est du jamais vu qu'ils prennent autant d'avance déjà directement. 17 buts de goal average. Non, franchement c'est monstrueux. Burnley 3ème qui continue sur leur bonne lancée malgré des performances en dessous, j'ai envie de dire.
Monaco qui remonte bien, quatrième grâce à Leonidas, le très bon boulot de Leonidas. Wolverhampton aussi qui remonte bien depuis ces dernières journées, cinquième. Le Celta qui stagne un peu, sixième. Reims qui ne continue pas sur leur bon début de saison, qui ont enchaîné 5 défaites consécutives, sont septième avec 9 points. Genk, Hajduk qui ferme la marche. Qui de Genk ou de Hajduk ou de Reims vont rater les super subs? Je ne sais pas. Le FC Bâle est 0 points. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je crois que j'ai pris beaucoup plus de temps que d'habitude. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été ennuyant, que j'ai dit des choses pertinentes. J'avoue que je prépare pas trop les vidéos. Enfin si, je prépare les diapos, mais je prépare pas ce que je dis. Donc je fais ça au feeling. Donc j'espère que ça vous plaît. Surtout en plus pour les matchs de la J7. Ça remonte la J7 maintenant. Ça fait 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir sur le RP. En tout cas, moi je le ressens comme ça fait plaisir. Depuis qu'il y a le nouveau PC, c'est sûr, en tout cas, je kiffe encore plus. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Rendez-vous à la trêve. Donc il y aura un récap des 2 matchs amicaux comme j'ai fait pour la dernière fois. Donc voilà, vous me verrez plus pendant 2 semaines sur cette chaîne YouTube en tout cas. Donc voilà. N'oubliez pas de mettre vos compos à ce dimanche et vos listes maximum samedi midi. Grand max, et pas tout le monde. Je l'ai accepté pour Porto, mais enfin pour son dessus. Mais grand max, vraiment samedi midi. Et pas plus. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Ça dépend au moment où vous verrez la vidéo. Je ne sais pas quand vous la verrez, mais merci de m'avoir écouté et puis je vous dis tchuss.